Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Alpes. Vous regardez La Voix est libre, une émission consacrée aujourd'hui aux intercommunalités. Ces entités un peu floues que l'on regarde de loin sans trop savoir à quoi elles servent. Et pourtant, vous allez le voir, leur rôle devient de plus en plus important. C'est d'actualité puisque l'on vient tout juste de choisir les présidents des agglomérations. Vous-même, vous avez élu, et c'est une première, les conseillers communautaires lors des dernières municipales. Alors, quelles sont leurs compétences? Comment gouvernent ces présidents? Que deviennent les maires dans tout ça? Eh bien, pour y répondre, nous avons invité 3 présidents de 3 grandes agglomérations. On n'oublie pas toutes les autres, mais aujourd'hui, donc, nous accueillons Jean-Luc Rigaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'agglomération d'Annecy et maire d'Annecy. Christophe Ferrari. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de Grenoble-Alpes Métropole. Vous êtes également le maire de Pont-de-Claix, près de Grenoble. Et enfin, Xavier Dulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Chambéry Métropole. Alors, avant de voir ensemble les compétences de ces agglos et leur rôle, je vous propose de revenir sur les élections de chacun d'entre vous, puisque c'est encore assez récent, des élections sans surprise pour certains, un peu plus compliquées pour d'autres. On regarde et on en parle juste après. Une manifestation pour le droit au logement, du début jusqu'à la fin. L'élection du président de la métro à Grenoble aura été mouvementée. 4 candidats se sont présentés, dont 2 à gauche. Christophe Ferrari et Jacques Nivon, président de l'ADIS, représentant les petites communes de l'agglo. À leur côté, Mireille Dornano, candidate Front National, et Jean-Damien Mermillot-Blondin, candidat d'hiver droite. Il aura fallu attendre un second tour et surtout le désistement de Jacques Nivon pour voir la bataille remportée par Christophe Ferrari. Le maire socialiste de Pont-de-Claix prend les rênes de la métro, l'agglomération grenobloise. C'est la plus importante du département avec 49 communes et près de 440 000 habitants. Ont obtenu Xavier Dulin 59 suffrages et 17 bulletins blancs. Pas de gros suspense en revanche à Chambéry. L'UMP Xavier Dulin est élu président de Chambéry Métropole. C'est la suite logique de la vague bleue sortie des urnes le 30 mars dernier sur l'ensemble des 24 communes de l'agglomération. Ce nouveau virage à droite s'est fait en présence du président sortant, le socialiste Louis Besson, qui présidait depuis 2005. C'est un moment important, mais j'ai décidé il y a bien longtemps que ce serait mon dernier mandat. Simplement, au moment où il faut passer le témoin, effectivement, on a beaucoup de souvenirs qui se bousculent et un peu d'émotion présente, je ne pourrais pas le cacher. Enfin, à Annecy, Jean-Luc Rigaud s'est offert une réélection tranquille. Le candidat d'Union du Centre et de l'UMP n'avait pas d'adversaire de gauche. Le maire d'Annecy a été réélu par 41 voix sur 55 votants. Il reprend donc la tête pour 6 ans de la C2A, une structure qui regroupe 13 communes et plus de 140 000 habitants. Jean-Luc Rigaud, est-ce que c'est logique pour vous que le maire de la ville centrale devienne aussi le président d'une communauté d'agglomération ? Je ne pense pas que ce soit la règle commune. Il n'y a pas de règle commune. Mais pour une agglomération comme Annecy, c'est une vraie cohérence. Dans la mesure où l'intercommunalité a beaucoup de compétences et que la ville-centre est très intégrée dans une intercommunalité aujourd'hui petite et urbaine, il y avait une vraie synergie pour pouvoir porter des projets et des projets ensemble. Xavier Dulin, alors vous avez été élu confortablement, mais votre élection de prédilection, c'était plutôt les municipales en 2001 et 2008. Où il y a eu un petit deal là avec Michel Dantin, qui a été élu à la ville de Chambéry. Je prends la mairie, tu prends la métro. Enfin, comment ça s'est passé ? Alors en fait, nous avions discuté au fil de cette mandature sur quel était le meilleur profil pour mener la liste à Chambéry. C'est ainsi que, de concert, j'ai appelé à sa candidature en tête de liste. Il s'est trouvé que, suite à l'élection de Michel Dantin, qui a bien réussi dans cette élection, il fallait mettre en œuvre les priorités que nous avions définies au niveau de l'agglomération, au sein de notre groupe Agglo 24. Ces priorités étaient notamment la relance de l'économie et de l'emploi. Vous savez que je suis chef d'entreprise par ailleurs, avec un rayonnement dans un certain nombre de dossiers, que ce soit la montagne ou le tourisme, qui a assez logiquement vu cette priorité s'affirmer derrière un profil. Je connais par ailleurs pas mal les maires de l'agglo. C'est comme ça que, si vous voulez, que ça s'est fait en négociation, après l'élection, dans une concertation très positive. Il n'y a pas eu de haut le cœur. D'accord. Alors Christophe Ferrari, vous n'êtes pas le maire de la ville centrale, Grenoble. Vous êtes maire de Pont-de-Claix, une commune moyenne, à peu près de 11 000 habitants. Alors, ce qui est un petit peu ressorti de cette élection à la métro, ce sont des histoires un petit peu politiciennes. On a l'impression qu'il y a eu des règlements de compte post-municipal qui se sont joués. On a vu quelque chose d'assez... pas forcément une très très bonne image, finalement, de la politique.
Il faut rappeler que l'agglomération grenobloise a mis en place une fusion de 2 territoires supplémentaires, qui est le sud grenoblois en direction de Visil, également les Balkans sud de Chartreuse, qui a été un moment qui a été assez inquiétant pour ces territoires. Du coup, s'est constitué un groupe petites communes qui finalement s'interrogeait naturellement sur sa place demain dans une entité beaucoup plus large. Et ils ont mis en place un candidat contre vous, un candidat de gauche contre vous. Et les communistes n'étaient pas non plus pour vous. Ça fait beaucoup. En même temps, nous avions une base commune, un projet commun que nous avions réalisé ensemble. Donc nous n'avons pas réussi à nous entendre avant le premier tour sur un candidat. Le premier tour a tranché et le second tour a permis l'élection du candidat de gauche. Et l'exécutif, les membres, les vice-présidents vont être choisis quand ? Alors, le conseil sera le 16 mai. Donc, effectivement, nous allons voter pour l'exécutif. Alors, je vous propose de poursuivre avec quelques explications sur ces intercommunalités. Je le disais en préambule, les gens sont un peu perdus. La plupart d'entre nous seraient incapables de citer le nom de la communauté de communes à laquelle ils appartiennent. On les appelle communautés de communes, communautés d'agglo, métropole. Alors, pour tout savoir, je vous propose de regarder un petit mode d'emploi. En France, les communes se sont toutes rassemblées au sein d'intercommunalités pour décider et organiser ensemble des services, aménagements et des équipements destinés aux habitants et aux entreprises. Cela leur permet de réaliser à plusieurs ce qu'elles ne peuvent pas faire seules et de mutualiser leurs moyens. En 2014, les 36 600 communes françaises, à l'exception de Paris et de communes des départements voisins, sont membres d'une intercommunalité. Il peut s'agir d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole. Le type d'intercommunalité à laquelle appartient une commune est défini en fonction du nombre d'habitants concernés, de son statut et des compétences qu'elle assure. L'interco, à quoi ça sert ? Au quotidien, dans les communes membres, l'intercommunalité gère l'aménagement du territoire communautaire en organisant les zones d'implantation de nouvelles entreprises industrielles, tertiaires ou commerciales, la création de logements sociaux, la réalisation d'équipements sportifs et culturels partagés. L'interco peut également être responsable des réseaux d'assainissement, des voiries, des transports en commun, de la collecte des déchets et de bien d'autres services à la population. Comment est dirigée l'intercommunalité ? L'intercommunalité est pilotée par un conseil communautaire composé de représentants des différentes communes. Parmi eux, sont désignés un président et un maximum de 15 vice-présidents. Le nombre de conseillers communautaires par commune dépend du nombre de ses habitants. Chaque commune est représentée au conseil communautaire et aucune ne peut disposer seule de la majorité. Le conseil communautaire ouvert au public se réunit au moins une fois par trimestre, délibère et vote des projets relevant de ses compétences. Quels sont ses moyens financiers ? Les intercommunalités disposent de 4 types de ressources. Des recettes fiscales provenant des entreprises, des recettes fiscales provenant des ménages, c'est-à-dire les taxes sur le foncier bâti et non bâti, ainsi que la taxe d'habitation. Une dotation globale de fonctionnement de l'État, versée annuellement, des emprunts et des subventions. Alors Jean-Luc Rigaud, on parlait à l'instant dans ce petit film du financement. Il y a aussi la question des indemnités des élus. Vous, quand vous avez été choisi, vous avez augmenté vos indemnités de 30%. Il y a eu pas mal de réactions par rapport à ça, notamment des réactions plutôt négatives de la part de l'opposition socialiste. Pourquoi avoir augmenté vos indemnités de 30% ? Je ne veux pas augmenter mes indemnités. J'ai eu un rééquilibrage puisque j'arrête mon mandat de conseiller général. Puisque je considère qu'aujourd'hui, maire d'Annecy et président de l'agglomération, avec les perspectives de développement de leurs compétences suffit bien. Et donc, il y a eu un rééquilibrage entre les trois indemnités qui étaient réparties en 3 entités qui ne sont plus qu'en 2. Donc, mais je n'ai pas un euro de plus dans ma poche, évidemment. Ça serait... Combien c'est payé un président d'agglomération ? Un président d'agglomération comme Annecy peut gagner jusqu'à 6 500 € environ. Mais moi, je perçois bien moins que ça. Je prends 3 800. Xavier Dulin, vous avez tout baissé, vous, les indemnités ? Alors nous avons optimisé notre enveloppe effectivement d'indemnités puisque nous avons tombé le nombre de vice-présidences de 20 à 14. Nous avons renforcé les compétences des vice-présidents et nous avons baissé de près de 10% l'enveloppe des indemnisations. Il nous a semblé que c'était un signe fort en ce moment quand on voit des retraites qui baissent, quand on voit certains salaires qui ne sont pas revalorisés,
que d'aller dans ce sens-là. C'est pour autant du symbolique. Les vraies économies, compte tenu des dotations d'État qui sont en très net recul, on va les faire bien ailleurs et sur des sommes beaucoup plus significatives. Alors justement, on est en pleine réforme des collectivités, on n'arrête pas d'en parler, il y a cette histoire de millefeuille administratif, on veut augmenter le pouvoir des métropoles, des régions aussi. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, Christophe Ferrari, finalement de donner encore plus de pouvoir? Et puis, est-ce que les moyens suivent derrière aussi? Je crois qu'il y a une nécessité claire, et d'ailleurs le reportage le montre, c'est-à-dire que nos concitoyens ne connaissent pas véritablement bien le niveau intercommunal, ils ne connaissent pas forcément aussi bien le niveau régional, ils connaissent très bien par contre ce que leur maire peut faire. Donc il y a une nécessité de clarifier qui fait quoi dans le portage des projets, etc. Donc la montée en charge de l'intercommunalité va nécessiter forcément qu'on réinterroge le couple commune-intercommunalité. Qui fait quoi? Sans pour autant perdre la proximité auquel nos concitoyens sont extrêmement attachés. Ils l'ont montré d'ailleurs à l'occasion de ces élections municipales, qu'ils étaient très attachés à leurs maires, leurs élus locaux, communaux. Mais néanmoins, il faudra réinterroger tout ça. Ensuite, je crois qu'on a des doublons qui peuvent se faire entre différents échelons. C'est le moment, pas forcément dans l'idée simplement de mutualisation et de baisse des coûts. Je crois qu'il faut aussi être humble sur cette question-là, parce que les choses pourront se faire avec le temps, mais mutualiser, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait baisser des coûts immédiatement. Par contre, il faut plus de simplicité. Donc, qui porte quoi? Une compétence, qu'elle soit économique ou autre, il faut qu'on sache qui en est le porteur principal, et ensuite peuvent s'agréger d'autres collectivités. Alors justement, Grenoble va devenir une métropole. Ça peut faire un petit peu peur aux gens, ce côté grosse nébuleuse dirigée par des technocrates et finalement un pouvoir des citoyens amoindri. Qu'est-ce que vous répondez à ces craintes par rapport à ça? Il faut d'abord les entendre parce qu'elles peuvent exister. On peut toujours fabriquer des monstres froids. Effectivement, et l'idée de prendre des compétences pour prendre des compétences n'a pas de sens. Le sens des choses, c'est des compétences pour quoi faire? Pour agir auprès de nos concitoyens, pour quoi faire? Une compétence, c'est simplement, finalement, sur un squelette, une des côtes. Ensuite, on y met autour de la chair et des politiques publiques. C'est ça, là, qui est à discuter. Quand on voit pour la métropole grenobloise que la question de l'eau est une des compétences de droit commun, quand on voit que la question de l'énergie est une compétence de droit commun, la question évidemment d'équipement d'intérêt communautaire ou d'autres compétences qui vont venir, la vraie question c'est comment on les porte, pour quel projet en direction de nos concitoyens, et du coup comment on articule encore une fois cette question de la commune et de l'intercommunalité. Imaginez que la métropole soit la mort des communes, c'est une absurdité, c'est peut-être cela qui fait peur. Donc c'est à nous, élus locaux, de savoir justement réinterroger et trouver les bonnes articulations entre tout ça. Mais par exemple, Jean-Luc Rigaud, qu'est-ce que deviennent les maires des petites communes un peu isolées, rurales? Elles ne se sentent pas un petit peu perdues là-dedans? Écoutez, il y a un moment donné où il va falloir que l'on raisonne beaucoup plus en logique de bassin de vie. Pour l'agglomération d'Annecy aujourd'hui, qui est très urbaine, c'est vrai qu'il y a une tentation et une tentative et vraiment des orientations pour que l'agglomération d'Annecy progressivement prenne la dimension du bassin du lac d'Annecy. Donc les deux communautés de communes des rives du lac, rive droite, rive gauche, et nous en avons déjà parlé avec leur président, intègrent ce grand territoire pour plus de cohérence et plus d'harmonie. Derrière, comme le disait le président de l'agglomération de Grenoble, il y a des logiques d'économie qui seront nécessaires. L'État n'a plus d'argent, je crois qu'on l'entend tous les matins. Mais oui, mais vous allez avoir des compétences supplémentaires. Alors et nous allons surtout avoir des baisses drastiques des dotations de l'État. Vous avez très bien expliqué dans le reportage que les ressources, elles sont les taxes d'habitation et les taxes foncières pour les citoyens. Les ressources des communes sont les mêmes taxes. Je crois qu'au niveau local, il va falloir choisir entre les impôts pour les uns ou pour les autres. Mais ça sort de la même poche, la poche du concitoyen local. Il y a la ressource sur les entreprises et il y a les dotations de l'État qui vont beaucoup baisser. Donc il va falloir que les intercommunalités se rationalisent. Alors les schémas de mutualisation ou de mise en commun de moyens peuvent y contribuer. Mais il y a également quel niveau de service veut-on associer à cela. Et donc il y a une redéfinition du pacte financier du bloc communal, ce que perçoivent les communes,
ce que perçoivent les agglomérations et comment on articule les politiques locales avec ça. Donc une redistribution qui sera en plus différente d'une intercommunalité à l'autre dans la mesure où il y a beaucoup de souplesse dans la loi pour l'exercice de ces compétences-là. Xavier Dulin, quelles sont peut-être selon vous les compétences les plus importantes pour les communautés d'agglo? Écoutez, il est vrai que l'économie en ce moment prend toute sa place, puisqu'on le voit aussi dans la réforme territoriale telle qu'elle se dessine ou telle qu'elle est annoncée. Il y a un rassemblement des compétences, notamment autour des bassins d'emploi, autour de l'économie. Et là, on aura effectivement un pouvoir d'impulser. Mais pour faire quoi, par exemple? Si vous voulez, lorsque vous avez un territoire qui est stratégiquement positionné, 45 minutes de 2 aéroports internationaux, entre lac et montagne, que vous avez des pôles de compétitivité et d'innovation, vous avez là l'occasion de promouvoir un territoire avec ses spécificités. Voilà un exemple très concret. Donc on va être davantage dans une dynamique de promotion de nos espaces de vie, plus que d'accueil et de service. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas... Et le bien-être des habitants, aussi. alors Voilà. Parce qu'on parle économie, et le bien-être, Vous qu'est-ce savez, qu'on en fait lorsqu'on est dans des situations de raréfaction de dotation publique, il va bien falloir qu'on retrouve des marges de manœuvre par nous-mêmes. La relance de l'économie en fait quand même partie, parce que soit par les contributions des entreprises, soit par celles des nouveaux habitants, vous retrouvez quelques marges de manœuvre pour financer notamment vos politiques de solidarité, et Dieu sait s'il y en a besoin. Moi, je pense que nous avons une opportunité, en raison de ce débat où l'argent public n'existe plus, ou en tous les cas bien moins, c'est que les états d'esprit mutent. Et que dès lors que vous avez une vraie compétence à l'échelle d'un même bassin de vie, les transports et déplacements, le reportage l'a bien présenté, les questions de protection de l'environnement, de traitement des déchets, aujourd'hui, tant du côté des communes que du côté de nos concitoyens, ils comprennent le rôle de l'intercommunalité beaucoup plus facilement qu'avant. À nous de lui donner des axes concrets de lisibilité dans le quotidien. Mais vous faites comment concrètement pour attirer sur votre territoire des entreprises ? Écoutez, vous avez des politiques de promotion, vous avez des tas d'organismes pour le faire, vous avez aussi des positionnements qui sont plus rattachés à vos spécificités, des rencontres. Vous allez vous adresser aussi aux centres de développement économique existants par spécialité. Vous allez, avec eux, définir des stratégies pour les accompagner. Christophe Ferrari, que reste-t-il finalement aux maires ? On a l'impression de se dire, qu'est-ce qu'il leur reste comme compétences aux maires ? Ils font quoi ? Les mariages Non, pas du tout. Pas du tout. On a vu tout à l'heure les questions d'éducation, les questions de petite enfance, les questions de culture, les politiques sportives, les politiques d'aménagement de leur territoire eux-mêmes. N'imaginons pas, même avec des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, que les maires demain n'auront pas leur mot à dire sur leur propre commune. C'est pas noir ou blanc, les choses sont beaucoup plus équilibrées. Ce qui fait l'attractivité d'un territoire, et notamment comme celui de l'agglomération grenobloise, c'est bien sûr la capacité que peut avoir la future métropole et l'agglomération aujourd'hui d'attirer sur son territoire des entreprises qui permettent de se développer, mais c'est aussi, et ça c'est extrêmement sensible, la capacité, je dirais, à construire du logement pour accueillir ses futurs salariés, à l'accompagner de politiques de transport public qui soient adaptées. C'est un tout. La dimension économique ne peut pas être traitée seule. La dimension économique, elle doit être traitée, je dirais, dans sa globalité. La vie d'un salarié, depuis là où il habite, comment il se transporte jusqu'à son lieu de travail, tout ceci est un tout et doit avoir une cohérence. Et c'est effectivement à cette échelle-là que peuvent se penser de façon beaucoup plus globale les choses, mais toujours en interaction avec les maires. Les choses ne se font jamais sans les maires. Je voudrais rebondir sur Grenoble. Je parlais de ces craintes de ces personnes qui disaient mais est-ce qu'on va être entendu ? Est-ce qu'on peut être à la fois assez fort pour gérer des problèmes d'ampleur et à taille humaine pour rester connecté avec ces administrés ? Comment on fait pour rester connecté ? La relation qu'entretient le maire avec ses habitants, notamment pour des petites communes ou des communes moyennes, elle est simple, elle est facile, elle est forte. Il y a une vraie question qui doit nous traverser tous, et nous, c'est une des questions sur lesquelles on n'a pas tous les éléments de réponse, mais sur lesquelles il va falloir qu'on travaille, c'est comment justement on arrive à associer beaucoup plus nos concitoyens dans le processus qu'est la fabrication de cette métropole, mais également demain ce service public de proximité, qui doit rester un service public de proximité intercommunal. Donc nous avons là aussi à nous réinterroger sur la façon dont nous interpellons et dont nous sommes en connexion avec nos concitoyens sur les politiques intercommunales. Ça a démarré à l'occasion de ces élections municipales, puisque sur le bulletin de vote, il y avait la liste municipale et la liste communautaire. Oui. Mais ce n'est pas suffisant, on ne peut pas rester là. Donc il faut imaginer là aussi des dispositifs
à tester, à prendre des risques d'interaction avec la population, et puis de voir s'ils fonctionnent et comment ils fonctionnent. Jean-Luc Rigaud. Oui, mais il y a déjà beaucoup de services. Enfin, si je prends l'agglomération d'Annecy, on a des compétences de proximité directe. Bien sûr, l'eau. Tout le monde sait aujourd'hui que tout le monde boit l'eau du lac, la plus pure d'Europe. Donc, elle est distribuée par l'intercommunalité actuelle et elle est même distribuée aux intercommunalités voisines. On a déjà anticipé de 15 à 20 ans le développement du réseau, par exemple. Les transports, c'est facile. On assume également toutes les politiques de personnes âgées, la gestion des maisons de retraite et maisons de personnes âgées, le maintien et l'aide à domicile. Donc des politiques directes de proximité sont assurées par l'intercommunalité. Ça fonctionne. Le sport et la culture également, c'est-à-dire tout ce que vous disiez tout à l'heure, comment on attire les entreprises. Parce que la compétence fondamentale des intercommunalités, c'est le développement économique et C'est le développement économique et l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire. Et l'organisation. justement, je voudrais qu'on en parle, Jean-Luc Rigaud, puisque il y a un dossier assez chaud qui vous suit. C'est le dossier du centre des congrès. Eh bien, on est en plein dedans, l'économie. Vous êtes en plein dedans. Alors, est-ce que vous le poursuivez? Je voudrais qu'on parle un petit peu de ces projets qui étaient avant votre mandature. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait de ces projets? Évidemment, un projet... Ils se poursuivent, vous écoutez les gens qui sont opposés à ce projet? Mais bien sûr qu'on entend les gens qui sont opposés à ce projet, on entend également tous ceux qui sont pour ce projet, et on porte ces politiques de développement économique dont parlait Xavier Dulin tout à l'heure. Et pour l'agglomération d'Annecy, aujourd'hui, le développement autour du tourisme et du tourisme d'affaires est une réelle nécessité, avec la prise en compte très forte de la qualité environnementale, puisque le deuxième ADN du territoire d'Annecy, c'est bien la qualité de l'environnement et de la vie. Donc c'est le centre des congrès qui doit être construit sur la presqu'île d'Albigny. Des images de synthèse qui apparaissent. Et ce centre de congrès... C'est toujours d'actualité, ce sera... Qui est une extension du centre de l'Impérial actuel qui est devenu totalement insuffisant. Et quand on parle du regroupement de nos territoires et des pôles d'excellence que chaque territoire doit porter, je pense que là, on doit préfigurer aujourd'hui des complémentarités, y compris entre nos agglomérations, là où chacun est le plus performant possible. Et je crois que l'agglomération d'Annecy est reconnue pour avoir des pôles d'excellence dans le tourisme et le tourisme d'affaires. Sa proximité avec Genève, la capitale internationale, et donc les besoins en la matière sont forts, de la même façon qu'elle est en pôle d'excellence pour le développement économique autour de l'image, de l'innovation, de l'image numérique avec le Festival international du cinéma d'animation qui va commencer en juin. Oui, mais je parlais justement de ces citoyens qui avaient peur de ne pas être forcément très entendus par les métropoles. Ils le sont toujours. Bien sûr, ils sont écoutés, entendus, et puis on tient compte de ces observations. Voilà, mais après, il y a aussi des jeux de majorité et puis des convictions profondes qui sont l'intérêt du développement du territoire. Ce sera fait, ce sera reconduit. Vous avez dit, il y a le projet à Chambéry, le projet de la Lesse, de recouvrement de la Lesse qui traverse la ville. Même question, ce projet est maintenu tel qu'il a été pensé, ou est-ce qu'il y a des modifications à voir? Alors, bien sûr, on va le remettre à plat. Je vais y revenir. Juste un mot aussi sur la représentativité. Vous savez, très important que dans nos exécutifs de nos agglomérations, les maires des plus petites communes aient des responsabilités très concrètes sur le logement, par exemple, sur le traitement des déchets. C'est aussi une manière de ramener nos concitoyens, y compris ceux des plus petites communes, dans l'intérêt communautaire. Et ça, nous le faisons bien. Sur la reconquête de l'axe de la Lesse, c'est un projet de 110 millions d'euros. Et notre ville-centre est une des plus endettées de France. 110 millions d'euros de dette aussi, même un peu plus, avec quelques emprunts toxiques. Lorsque les Chambériens ont vu ce qui était en route, ils se sont dit, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que nous avons encore les moyens de ces ambitions? Par ailleurs, au cœur de ce projet, il y a eu quelques infrastructures qui ont fait débat, notamment ce fameux pont Cassine-Gambetta, le pôle d'échange multimodal tel qu'il apparaît aujourd'hui, d'ailleurs, sur les écrans. C'est autant d'éléments sur lesquels nous avons dit que nous reposions effectivement ces dossiers. On est pour les reposer et redéfinir des priorités autour d'un nouveau plan des déplacements urbains, autour effectivement d'un nouveau plan de circulation de Chambéry. Donc inévitablement, ça repose la question de l'axe de la Lesse. Le pont Cassine-Gambetta sera abandonné, nous en avions pris l'engagement au fil de la campagne. D'accord. Il y a d'autres projets comme ça qui sont remis à plat, ou des grands projets qui concernent la ville de Chambéry sur lesquels vous souhaitez encore réfléchir, discuter ou Alors, vous faites bien de dire qu'on est bien dans la concertation, toujours. A fortiori, quand on a eu déjà ce gros débat autour de quelques infrastructures qui ont été très contestées, il y a un projet sur lequel nous aurons à discuter tous ensemble, d'ailleurs, à l'échelle du pôle métropolitain. C'est de l'avenir du dossier du Lyon-Turin, qui a vraiment besoin d'être soutenu, de retrouver des consensus qui ont été ébranlés et qui est un dossier prioritaire, notamment sur le fret. Nous savons
les Savoyards que le tunnel du Mont Blanc, aujourd'hui certes resécurisé, mais va être confronté à une alternative plus sécure, qui est celle du doublement du tunnel du Fréjus, 2 tubes qui va être consacré aux routiers. Inévitablement, il va y avoir un transfert des poids lourds de la vallée de Chamonix, fort polluée d'ailleurs, vers la Maurienne et les 2 tubes du Fréjus. Tout ceci va traverser nos agglomérations. Et vous êtes tous les trois d'accord sur le Lyon-Turin, Christophe Ferrari, par exemple, vous êtes d'accord avec ce... Je crois qu'il faut qu'on repose. En même temps, on ne peut pas faire abstraction de l'expression de nos concitoyens à un moment donné à l'occasion d'élections municipales. Ça veut dire dans ces cas-là qu'ils parlent et qu'on ne les écoute pas. Les configurations politiques ont changé, donc il nous faut là aussi reposer un certain nombre de questions à une période où la question de l'argent public doit aussi être posée, je dirais, en termes d'investissement des uns et des autres. Donc je crois que c'est normal qu'à ces débuts de mandature, avec des majorités qui peuvent être différentes à certains endroits, nous puissions reposer un certain nombre de questions. Je crois qu'il faut les reposer en se disant, est-ce que c'est utile, fortement utile pour le territoire ? Mais vous faites allusion à quel sujet, par exemple là ? Vous faites allusion au Lyon-Turin, vous faites allusion à Minatec, vous faites allusion à... Ça peut être l'ensemble de cela, Minatec par exemple. Ça peut être la question, effectivement, Minatec, Nano 2017, ça, elle se pose. Parce que c'est un homme qui n'est pas là, mais Éric Piolle, le maire de Grenoble, s'est publiquement... pas opposé du tout à Minatec, mais il a donné des priorités en disant qu'il fallait aussi donner la priorité à des entreprises, d'autres entreprises. Ça peut engager des craintes aussi. Il y a beaucoup de choses, des projets qui sont en cours. Là aussi, qu'est-ce que va faire la métropole à Grenoble, par exemple, sur ce dossier de Minatec ? On est assez pragmatique là-dessus. Le dossier Minatec Nano 2017, c'est un dossier qui a plusieurs milliards. Oui. L'engagement des collectivités est à hauteur de 100 millions d'euros. Ce qui est posé en termes de clés de répartition entre les différentes collectivités, c'est près de 25 millions d'euros. Aujourd'hui, nous nous réinterrogeons, nous, sur la base de 100 millions d'euros, sur plusieurs milliards. Donc ce n'est pas cet aspect-là qui est déterminant dans la réalisation du projet potentiellement. Mais on sait qu'il a un intérêt fort pour le développement du territoire. La question qu'on peut se poser, c'est, à un moment donné, on évoquait tout à l'heure la question des ressources et ce que nos concitoyens payent chaque euro en direction des collectivités. Finalement, je vais utiliser un gros mot, mais la notion de contrepartie à l'échelle du territoire. Donc, le territoire de l'agglomération grenobloise défendra son développement économique, bien sûr sur ces questions-là, mais aussi sur d'autres. L'aspect industriel est très fort dans l'agglomération grenobloise. Est-ce que vous allez réussir à composer avec... Parce qu'il est là, il est dans l'ombre, Éric Piolle. Est-ce que vous allez composer ? Il n'est pas dans l'ombre. Il est quand même le maire de la ville-centre de la métropole, quand même. Il n'est pas dans l'ombre. Nous sommes dans la majorité et nous travaillons ensemble. Donc la réalité, c'est que nous devons nous poser effectivement sur un dossier comme celui-ci, comment nous pouvons, sur des éléments de contrepartie, sur des éléments... qui définiront notre participation. Merci à vous trois. Fin de cette première partie. La Voix libre, tout de suite le Flash Info et on se retrouve juste après.